dis pas de plan B, c'est parce qu'en réalité, la France n'avait aucun problème que Paul Biya reste au pouvoir. Aucun. Mais si les Camerounais étaient prêts à ne plus laisser cette forfaiture-là passer, on avait préparé un plan B qui était Issa Chiroma. Donc il n'a jamais été un plan A. Et j'avais expliqué ça depuis le mois de juin. Même pas après que Maurice Kamto soit écarté. J'ai dit depuis le mois de juin. J'avais expliqué. Les vidéos sont là, vous avez suivi. Ça, pour arriver à ce niveau de maturité-là, il faut beaucoup se documenter. Vous qui suivez ces lectures-là, ne pensez pas que... La réalité, c'est que tous ceux qui suivent, qui travaillent avec nous, même si nous ne sommes pas nombreux, ne peuvent plus se faire tuber, ils ne peuvent plus se faire manipuler sur le plan politique n'importe comment. On ne peut plus les trimballer comme on a trimballé les diabletins. C'est des intensés. Non. Parce que à chaque fois, vous serez capable de dire, mais mon frère, vous nous racontez quoi là? C'est du déjà vu. On connaît tout ça. Vous allez leur répondre que non, on connaît tout ça. Laissez dégager avec ça. Changez de maillot. Quand on va venir vous parler on va venir quand quelqu'un va arriver là sur un plateau télé, il va parler beaucoup français, il va croire qu'il vous a trop épaté. Vous allez lui dire que non, gars, tout ce que tu racontes là, c'est que des histoires à dormir debout. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous aurez comme âme cette lecture. Donc, je vais finir avec le colonel Charleroi pour tomber dans les 5 phases de la doctrine de la guerre révolutionnaire. 5 phases. C'est pas si j'ai réussi à lire les 5 phases. C'est pas facile. Donc, ces recommandations qui laissent transparaître pour le moins une animosité envers le régime démocratique n'effraient guère les dirigeants de ce même régime. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de lire. Ces recommandations qui laissent transparaître pour le moins une animosité envers le régime démocratique n'effraient guère les dirigeants de ce même régime. Vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire. Bien au contraire, aux éloges et nominations que reçoit Lacheroy au sein de l'institution militaire succèdent bientôt ceux des autorités civiles. Ouais. S'il fallait parler de démocratie, de faire des éloges à la démocratie, en réalité, mais les autorités civiles ne seraient pas en train de célébrer Lacheroy. Mais si les autorités civiles célèbrent Lacheroy, qui vous fait comprendre que, mais, et pour qu'ils n'auraient pas compris qu'il convient de sérieusement revoir les standards démocratiques en les calquant peu ou prou sur ceux de l'adversaire. Que si elles ne trouvent pas la réplique efficace à cette technique totalitaire, les démocraties continueront à jouer perdant, aussi bien dans le cas d'une guerre du même type que celle d'Indochine que le conflit cessant dans une lutte pacifique sur le plan électoral. Donc en réalité, les civils, ceux qui nous parlent de la démocratie là, ne pouvaient pas couvrir d'éloges le colonel Lacheroy. Mais la réalité c'est que le gars, on nous fait comprendre ici que bien au contraire, aux éloges et nominations que reçoit Lacheroy au sein de l'institution militaire succèdent bientôt ceux des autorités civiles. Les gens comme les Paul Biya, ils ont compris que Lacheroy avait raison. Parce que le régime de Paul Biya est un régime policier contre-insurrectionnel. Vous avez compris ou bien je dois répéter? Parce que le régime de Paul Biya est un régime policier contre-subversif. Donc, Paul Biya applique très bien la doctrine de la guerre révolutionnaire. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion.
C'est pour ça qu'en 2014, après la chute de Blaise Compaoré, il avait fait promulguer la loi sur le terrorisme. Ça n'avait rien à voir avec Boko Haram, hein? Non, non, non. Ça avait tout à voir avec la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Ça, c'est la politique que je vous enseigne là. Quel était le but? C'était que, à partir de cette date-là, toutes les revendications politiques devaient être reprimées. Reprimées au nom d'une loi votée par les représentants du peuple. Donc de telle sorte que vous sortez pour dire non au hold-up, non à la crise anglophone, non à ceci, on vous arrête et on vous colle un motif. Les motifs tels que quels sont les motifs qu'on vous a collés, qu'on a collé à vos militants la Cana? Bien sûr que c'est insurrection. Ils sont contre l'insurrection. Le motif principal, c'est l'insurrection. Insurrection? Non, en plus d'insurrection, il y a quoi? Voilà, hostilité à la patrie. Merci Macron. J'aime les gens qui réagissent rapidement comme ça. C'est pas comme si je ne sais pas. Mais il faut savoir que je veux savoir si tout le monde est dans la lecture. Hostilité à la patrie. Donc vous marchez dans votre pays pour faire des réclamations. On vous colle les motifs les plus fantasques. Comme hostilité à la patrie, insurrection, tentative de déstabilisation. Merci Konsamba. Complot contre l'État. C'est ça. C'est la doctrine de la guerre révolutionnaire. Parce que ce que ça prépare, ça prépare un régime policier contre-subversif, comme celui de Yaoundé. Donc, en avril 1950. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste te dire que tu as expliqué quelque chose, mais on a laissé un petit bout. Je sais qu'on va y arriver, mais je pense que ce qui a été soulevé mérite d'être complété, à savoir si on donne les motifs pour lesquels les marcheurs, puisque tu as pris l'exemple de ce qui s'était passé au Burkina avec Blaise Compaoré, le ballet citoyen et tout ça, et les différents mouvements de la société civile qui se sont levés et qui ont renversé un grand dictateur de très longue date. Et immédiatement, le dictateur sanguinaire Hitler du Cameroun, Biya, a réagi en faisant promulguant cette loi-là contre le terrorisme et tout ce qui va avec. Et on a vu, puisque les journalistes en ont subi, etc., des civils, voilà, sont passés par là. Mais dans la doctrine de guerre révolutionnaire, il est bel et bien mentionné que la justice est un élément central de la doctrine de guerre révolutionnaire. Et dans ce sens-là, parce que les différents motifs qu'on colle aux gens là, ce ne sont pas des motifs c'est pas toi et moi qui collons ces motifs-là. C'est donc cette justice-là qui vient compléter ce travail de la doctrine, en tout cas, occupe une place de choix et une place centrale. C'est ce qui est très bien décrit. Mais bon, je te laisse continuer. Non, tu as raison, tu as bien raison. Ouais. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que tous les Africains devraient se concentrer, en tout cas devraient chercher à comprendre l'exercice que nous sommes en train de faire là. En avril 1955,
Le ministre de la Défense, Pierre Koenig, le félicite pour la qualité de son enseignement. Donc, il félicite le colonel Archeroy. Il est le premier de la liste des responsables politiques qui lui confieront lors des 3 années suivantes des charges toujours plus importantes et qui, avec lui, c'est toute une génération d'officiers qui va mener à sa manière la guerre en Algérie avec la bénédiction, voire l'admiration des élites civiles. La conquête des cœurs et des esprits des élites françaises est en ordre de marche. Mais en quoi consiste exactement cet enseignement qui vaut à l'Algérois une telle ascension? En quoi consiste-t-elle? Où consiste-t-il? Puisqu'on parle d'un enseignement. Pour répondre à cette question, il faut exposer la théorie de la doctrine de la guerre révolutionnaire en éclairant ces conférences avec 2 ouvrages qui les prolongent et seront particulièrement influents par la suite. La guerre moderne de Roger Trinquier. J'ai ce livre-là ici. On pourra lire ça une fois. La guerre moderne de Roger Trinquier. Pour vous qui vous êtes amoureux de la lecture, achetez le livre de Roger Trinquier. Lisez La guerre moderne de Roger Trinquier de 1961. Et, comme Bona Bakwedji a l'habitude de dire, et contre insurgency, ouais fait. Dans la guerre contre-insurrectionnelle. Théorie en pratique de David Galula, que j'ai aussi ici. J'aurais pu lire celui-là plutôt que de lire celui-ci. Mais tous ces livres-là vous décrivent la doctrine de la guerre révolutionnaire. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires, acteurs d'insurrection dirigés, coordonnés et méthodiques. Ici, je pense que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Camerounais qui parlent au nom de la népalisation, moi je parle au nom de la révolution, les Camerounais qui tiennent tout ce langage-là, tous ces Africains qui tiennent ce langage de, comment je vais dire ça, de lutte anti-impérialiste, devraient noter ce que je viens de lire là. Ça va leur permettre de s'intéresser à cette doctrine. Je reprends. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires, acteurs d'insurrection dirigés, coordonnés et méthodiques. Donc, ça veut dire que c'est une doctrine qui a été conçue contre nous, contre notre mouvement. Et comment peux-tu prétendre mener un mouvement de révolte, un mouvement révolutionnaire, et ne pas t'intéresser à ce qui a été conçu par les penseurs de ce monde pour contrer ce mouvement-là? C'est la question que je pose, Kana. Est-ce que c'est possible que tu mènes, que tu sois le leader d'une révolution, que tu mènes la révolution dans un territoire donné sans t'intéresser à ce qui a été conçu par des penseurs pour faire face à ton mouvement? Déjà pas du tout.
ça n'aurait pas déjà de sens de le faire. Il faut toujours analyser son milieu, son environnement, ce qui s'est passé, ce que l'autre, ton adversaire, prévoit ou bien à penser en face, à théoriser, parce que majoritairement, c'est toujours, en tout cas, presque rien n'est théorisé de nouveau aujourd'hui. Tout a déjà été pensé longtemps en avance et que l'on ne fait qu'à appliquer. Et les histoires se répètent. Donc, tu serais en train de te diriger tout droit dans la gueule du loup. Parce que tu n'as pas fait l'étude du terrain. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'assessment. Dans le domaine nucléaire, bonsoir Sabine, dans le domaine nucléaire, il y a ce qu'on appelle les 2M rules. Les 2M rules, comment ça s'applique? C'est que chaque fois que tu entres dans une zone, tu prends 2 minutes pour regarder 2 mètres autour de toi les dangers. Ça s'appelle visual inspection. Je reprends. Chaque fois que tu entres dans une zone, ça s'applique même chez nous, ça doit s'appliquer chez nous, partout où nous vivons. Si vous écoutez ce que je viens de dire là, si vous appliquez ça, vous allez vivre longtemps. Je donne un exemple simple. Quand tu conduis, quand tu as la majorité des feux, la majorité des accidents qui arrivent au feu rouge, comme on appelle ça, au feu tricolore. La majorité des accidents qui arrivent là-bas arrivent parce que celui qui est à la priorité, qui a vu le verre s'allumer, sachant qu'il a la priorité, fonce tout droit sans réfléchir. Sans oublier que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a vu l'orange et qui voulait traverser cette orange-là. C'est là où il y a très souvent collision. Or, quand le feu vert s'allume, tu dois compter encore 3 secondes avant de partir. Tu dois regarder. De la même façon, quand tu es dans ta maison, à chaque fois, surtout dans la cuisine pour les femmes là, vous devez toujours prendre quelques secondes pour regarder autour de vous et identifier tous les risques. Est-ce qu'il y a un couteau qui est mal placé, qui peut glisser, tomber sur mon pied ou sur le pied de l'enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose de plastique qui est placé sur la cuisinière? Est-ce que il faut toujours, ça s'appelle visual assessment. Donc, en français, on va appeler ça quoi? Mon frère, vous qui parlez français là, tu peux savoir comment appeler ça en français? Je ne veux pas utiliser le terme contrôle visuel, mais une petite inspection visuelle, oui. Oui, inspection visuelle. Inspection visuelle. Ce sera appelé inspection visuelle. Oui. Oui. C'est ça. Visual assessment. C'est très important. Donc, tu ne peux pas engager une troupe, engager des hommes, un peuple, une population, je ne sais pas, tout ce que vous voulez dans un mouvement révolutionnaire sans chercher à comprendre ce qui a été mis sur pied pour empêcher que ta révolution réussisse. Il faut d'abord que tu comprennes ce que l'adversaire a comme arme, a comme politique contre-subversif ou contre-subversif. C'est ça. Dans le cas du Cameroun, c'est simple. On sait que Paul Biya compte sur, en premier lieu, c'est ce qu'on appelle l'arme du bouc émissaire, l'arme de l'aisnisme. Donc, il cogne les Camerounais, il cogne les têtes des Camerounais. Hein? Vous cognez les têtes. Que toi tu es Bassa, moi je suis Bamileke, toi tu es Douala, moi je suis Wondo, toi tu es de l'eau et de la forêt, toi tu es de la montagne. Non, toi tu es venu de l'Iran, moi je suis venu du bassin du Congo.
Toi, tu es venu de ceci. Toi, tu es venu de cela. Et tu les vois là. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait aux Noirs pour qu'ils soient comme ça et qu'est-ce qu'on a fait aux Africains. Shit. Tu les vois là, ils prennent des heures pour montrer comment eux ils sont bantous, les autres ne sont pas bantous, certains sont semi-bantous, certains. Et personne ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire. Personne ne sait rien de ce qu'il dit. C'est quoi un bantou? C'est quoi être bantou? On répète aussi ce que les autres, ce que les blancs ont dit. Que bantou. Ça devient des débats jusqu'à ce que vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont 2 doctorats. Ils sont assis sur les plateaux télé. Ils vous disent que les gens de l'Ouest sont les semi-bantous. Les gens du littoral sont les bantous. Les gens de ceci sont les machins. Et vous commencez à vous identifier. Vous dites que non, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes les gens des peuples de l'eau et de la forêt. Eux, ils sont des peuples de la montagne. Tu vois, ils ont même les noms qui ressemblent aux noms des Iraniens. Comme il y a les montagnes en Iran, là, c'est sûr qu'ils sont revenus de l'Iran. Tu vois, non? On dit que la Ayatollah Khamenei, la Ayatollah Khomeini, la Ayatollah machin, c'est leurs frères là-bas. Kana, c'est ce qui se dit sur TikTok. Si tu penses que j'invente. Mais tu parles comme ça. Moi, je suis passé un jour sur un live, une matinée là. J'ai vu une mère qui est ici sur TikTok. Comment elle expliquait comment non, vraiment, elle là, les gens, les peuples de l'eau et de la forêt sont même les descendants de Chinois. Qu'elle est allée là-bas, vraiment, eux, ils se ressemblent, que vraiment, on n'a rien à voir. C'est-à-dire, j'ai enregistré, je vais te partager ça après. J'avais enregistré parce que ça m'avait, la mère là disait comment ce sont les ancêtres même qui parlent, elle est allée en Chine, il y a les ressemblances, que même leur nom, elle a même donné les exemples de noms, tu dis que quoi? Que voici tel nom qui est comme ça, qui est chez nous là, ça veut dire que elle a vu ça en Chine. J'ai dit, c'est pas possible. En tout cas, bref. Donc, dans le cadre, dans la doctrine de la guerre révolutionnaire, voilà un élément que Paul Biya utilise. L'arme de l'énisme, l'arme du bouc émissaire. Que c'est un peu comme Ononjana théorisait que il présentait les Bamileke comme étant les ethno-fascistes qui viennent prendre le pouvoir des Bolos. C'est ça l'arme du bouc émissaire. Quand on est incapable de dire à un peuple que élisez-moi parce que je vais faire votre bien, parce que pendant 10 ans tu n'as pu rien faire, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'utiliser cette arme du bouc, cette arme-là, de faire comprendre aux gens de ta tribu que vous voyez, je suis au pouvoir. C'est notre pouvoir. Si vous me laissez tomber, la tribu ennemie va prendre le pouvoir et vous allez souffrir. C'est ce que Paul Biya a fait. C'est comme ça que quand on casse la boutique d'un Bamileke, on est sûr qu'on est en train de casser la boutique d'un ennemi. Pas d'un frère, mais d'un ennemi. C'est comme ça. Donc, Tu me plonges dans quelque chose. Moi, lorsque je suis rentré, comme je t'ai dit que j'étais en errance, dans mes errements, je suis tombé aussi sur un panel. Et dans ce panel-là, il y a effectivement des personnes qui tenaient le discours comme quoi ce sont eux qui véritablement font l'unité nationale. Parce que eux, ils ont offert et ils continuent d'offrir leur terre. Tandis que les autres là n'offrent rien et ne donnent rien. Que l'unité nationale est à un seul sens. Et que c'est eux qui sont vraiment, donc vraiment, c'est-à-dire, il y a de ces discours de division qui détruisent. Moi, j'ai toujours dit, et je vais le marteler une fois. Pour moi, le plus gros poison qui a empoisonné des millions, des dizaines de millions de personnes au Cameroun, c'est la haine tribale. Parce que on n'est même pas capable, on souffre tous, mais on n'est même pas capable de reconnaître ça et de demander mieux, parce que tout simplement par la haine de l'autre, on préfère rester dans sa condition de souffreteux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, que Dieu nous garde.
Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'appelle Paul Biya Milosevic. Allez chercher l'histoire de Milosevic et ce sera facile à comprendre. Parce que Paul Biya, en réalité, c'est un génocidaire. Parce que n'allez pas attendre que le génocide arrive pour qualifier ce Milosevic local-là de génocidaire. En réalité, c'est qu'il a, il a arrangé tout, il a arrangé toutes les conditions pour qu'il y ait un génocide au Cameroun. Toutes les conditions ont été réunies pour qu'il y ait un génocide au Cameroun. Et si vous ne saviez pas, je vous avais dit que les génocidaires rwandais avaient formé les gens du socle granitique à l'utilisation de la machette et d'autres armes blanches. Voilà. Bien. Ça, c'était le premier élément. Donc, Paul Biya se sert dans la doctrine de guerre révolutionnaire, il se sert de l'arme du bouc émissaire. Deuxième lieu, il se sert des services secrets étrangers, le Mossad, la DGRE, la DGSE et la DGRE à son service. Non seulement ça, il a introduit au sein de la population des indicateurs. Au Cameroun, on appelle ça des indices. Donc, ils sont partout, dans vos familles, dans les taxis, dans l'avion, partout où vous passez. Il y a toujours les François Penka et les Isidon Kola. Ouais. Vous parlez, ils enregistrent. Vous parlez, ils enregistrent. Ouais. En troisième lieu, ils bénéficient, dans ce cadre-là, du maintien au pouvoir, de l'aide de cette puissance-là. Je vous ai dit qu'il avait reçu, par exemple, du général Pierre Auchon en 1993, 50 millions d'euros de matériel de répression. Dans la même période, il avait acheté les armes à Pierre Falcon. Donc, ce sont des armes pour la répression. Donc il compte sur la police, sa milice privée qu'il a créée, donc que vous appelez bataillon d'intervention rapide. Il compte sur les indicateurs et les services de renseignement, pas pour protéger le Cameroun, mais pour se protéger lui. Il compte sur l'arme du bouc émissaire. Voilà trois choses que les révolutionnaires doivent savoir. D'abord, de l'ennemi qui est en face. Et comment faire pour réussir une révolution quand on a identifié ces trois choses-là. Ça, c'est la question. Et ça, on pourra travailler là-dessus une autre fois. Donc, en ce qui concerne les urnes, les élections truquées, tout ça, c'est du déjà vu. On sait que les élections, c'est juste des formalités. Ceux qui continuent à croire qu'ils vont aller gagner pour bien dans les urnes et qu'ils vont devenir présidents, ça les regarde. Bien, ça va nous amener à quelque chose. Donc, je disais que l'historien Paul Villatou, avant d'arriver là, les militaires qui articulent cette doctrine de contre-insurrection, donc, analysent la méthode de leur adversaire. Oui, comme je suis en train de dire, moi je suis révolutionnaire, j'analyse les méthodes de mon adversaire, comme de l'autre côté, ceux qui appliquent la doctrine de guerre révolutionnaire analysent mes méthodes, moi le révolutionnaire. Donc,
Les militaires qui articulent cette doctrine de contre-insurrection, donc, analysent la méthode de leur adversaire et la synthétisent en un scénario qui comporterait 5 phases se succédant inéluctablement. Je reprends. Ils analysent la méthode de leur adversaire et la synthétisent en un scénario qui comporterait 5 phases se succédant inéluctablement. L'historien Paul Villatour résume de manière concise les 5 phases de la guerre révolutionnaire conçues par le colonel Lachois et qui resteront un socle pour l'ensemble de ses disciples. Je cite, ce scénario, considéré comme immuable, débute par une période de calme, entre guillemets. Écoutez bien, ce scénario immuable débute par une période de calme, apparent à laquelle succède une phase de terrorisme, puis une autre de guérilla et de prise en main des populations, pour finir par la mise en place d'une organisation politico-administrative clandestine et de véritables troupes régulières. Donc eux, ils nous ont déjà analysé. Ils ont compris comment est-ce que nous fonctionnons. À nous de les analyser. Maintenant, ça nous amène dans le titre du live. Les 5 phases de la guerre révolutionnaire, un état de guerre permanente. Est-ce que j'ai envie de lire ça aujourd'hui? Je pense que j'ai perdu tout le temps pour entrer dans le vif du sujet. En tout cas, nous étions dans le sujet, mais je veux dire le paragraphe qui parle des 5 phases de la guerre révolutionnaire. On va faire ça un autre jour, Cana, ou quoi? Ah, c'est pas une mince affaire. Hein. Chaque phase, c'est tout un livre. On va y aller point par point, pas à pas. Donc, tu veux qu'on parle au moins de la première phase aujourd'hui? Bon, oui, on peut quand même essayer de faire la première phase. Si on ne parvient pas, c'est pas grave. C'est que dans ce genre d'exercice, c'est plus excitant quand tu vois que les compatriotes s'intéressent et qui cherchent à comprendre, qui montent et qui posent des questions. Mais je vois que vous êtes beaucoup plus à l'aise quand on joue les vidéos, vous écoutez et vous dites, ouais, oh, merci de Rivo, tu as joué la vidéo, merci pour la leçon que tu nous as donnée, merci pour les recherches que tu as faites. Vous voulez que je me mette aussi à jouer les vidéos? Non, pourquoi tu ris, Cana? Ce qui est étonnant, c'est que, oublie, c'est parce que je ne dis pas que Maurice Kamto est beau, il est fort, il est élégant. Ce qui est étonnant, c'est que en quelques heures, quelqu'un vous fait passer les vidéos sur lesquelles j'ai travaillé depuis au moins 3 ans. Et vous êtes nombreux à exprimer votre... Comment je vais dire ça? Votre amour, votre gratitude. Vous êtes même 300. Vous êtes 300. Très étonnant. Vous êtes intéressés, vous posez des questions. On dirait que subitement l'histoire vous intéresse. Et bizarrement, depuis 2024 minimum, que je lis, que je vous plonge dans l'histoire du Cameroun même. Je ne vois pas ça ici. C'est parce que je ne parle pas au nom de Maurice Kamto et du MRC tout le temps, c'est ça? Donc, pour vous amener à comprendre l'histoire de votre pays, il faut qu'on commence d'abord par dire que Maurice Kamto est élégant, il est fort, il est beau, c'est ça? Peut-être c'est le messager qui fait problème. Tu dis quoi? Peut-être c'est le messager qui fait problème. Donc, la personne qui partage le message qui fait problème. Mais moi, je vais dire, vraiment, je suis plutôt, moi, une personne qui adore et qui aime apprendre quelque chose de nouveau. Toutes ces choses, toutes les vidéos qui peuvent être diffusées, majoritairement, ce sont des choses que, en tout cas, toute personne qui aime se cultiver, qui est à l'affût de l'actualité de son pays, connaît déjà.
il n'y a rien de nouveau. Dans vraiment, presque une quelconque vidéo que l'on puisse, à part que ce soit une vidéo purement qu'on vient de sortir aujourd'hui. Mais si une vidéo vient des étrons humains, des déchets humains comme Elimbi, mais tu connais déjà automatiquement tout ce qu'il peut dire. Tu n'as pas besoin de suivre une quelconque vidéo pour imaginer ce qu'il peut dire. Tu connais, puisque tu connais le positionnement de la personne, son rôle au service du dictateur, bien, tu connais, donc il n'y a rien de nouveau. Mais moi, perso, le fond, c'est que si le sujet plutôt parle du tribalisme, oui, là, le sujet en soi peut me parler. Mais il n'y a aucune vidéo, je le dis vraiment encore, il n'y a aucune vidéo qui puisse, voilà, me parler véritablement. Ça n'existe pas. Certains vont écouter comme ça, ils vont aller dire que, oh, colonel est jaloux qui avait les gens chez des rivaux, qui machin. Non, non, non. J'étais le premier à monter hier. Je suis jamais monté sur son direct. Je suis monté hier pour apprécier le travail qu'il a fait. Pour lui dire félicitations. Parce qu'au moins, pour une fois, quelqu'un a fait ce que j'ai toujours demandé. Je suis juste surpris. De la même façon que dernièrement, Wilfried Kanga était surpris que il prend 6 heures, 7 heures, 8 heures sur son live à décrypter la politique, la géopolitique, à entrer dans l'histoire. Mais vous ne lui donnez même pas, il ne sort pas de là même avec 400 cadeaux. Mais il suffit qu'il se retrouve dans un clash quelque part, en train de parler du pangolin ou je ne sais pas de quoi, et subitement vous lui envoyez des lions. Mais pourquoi vous n'envoyez pas ces lions-là dans son direct quand il est en train de vous éduquer? Il avait posé cette question-là. C'est une question pertinente. Et ça nous amène à comprendre des choses. C'est même quoi votre lutte? C'est même quoi? Qu'est-ce qui vous motive même? En réalité, qu'est-ce que vous voulez même? En réalité, qu'est-ce que vous voulez? Les gens veulent les défis. Quand il n'y a pas de challenge, on n'est pas là. Ouais. Exact, les clashs. Ils veulent ça. Donc, lisons une phase de la guerre révolutionnaire et on va compléter les 4 autres phases une autre fois. Donc, voilà donc ramassé en une seule phrase le constat que dresse Lacheroy au mi-temps des années 1950 de la manière dont opérait l'adversaire révolutionnaire afin de gagner une guerre. C'est à partir de ce diagnostic qu'il propose des méthodes radicales qui vont être massivement utilisées par l'armée française à partir des années 50 pour contrer les insurrections anticolonialistes, principalement en Algérie et au Cameroun. Donc on peut voir ça dans les chapitres 6 et 7. Déplacement massif des populations, interrogatoire de milliers de personnes systématiquement maltraitées et presque toujours torturées, multiplication des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, formation de commandos, de contre-guérilla et développement d'une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. Qu'est-ce qui rend cette théorie des 5 phases si convaincante pour les décideurs politiques de l'époque, lesquels vont promouvoir et couvrir ces actions et crimes? La question est posée. Reprenons chacune de ces phases et les réponses préconisées par ces théoriciens militaires avant d'entrer dans la phase 1 qui parle du calme apparent. Je vais raconter une petite histoire. Pour la première fois que votre leader pour les militants et sympathisants du MRC se retrouve entre quatre murs, couché au sol, nu, c'était parce que le tristement célèbre Monon Djana et ses amis avaient écrit quelque chose et ils avaient demandé son avis et il voulait qu'il publie ça. Le gars a dit mais non, c'est quoi ça? Vous me prenez pour un malade ou quoi? Donc vous êtes en train de dire qu'il faut que Paul Biya maintienne l'appareil répressif utilisé par Ahidjo
Et vous me demandez de soutenir cela. Oui, c'est ça. C'est ça que je viens de lire en introduction là. Déplacement massif de populations, interrogatoire des milliers de personnes, systématiquement maltraitées et presque tous torturées. Multiplication des exécutions extrajudiciaires. Comme c'est le cas avec les Bibi Gota, les Martinez Zogo et plein d'autres. Les Benoît Mbala. Et presque toujours torturés. Les Longuet, les militants du MS en prison, tout ce monde-là. Les prisonniers de la crise anglophone. Multiplication des exécutions extrajudiciaires, je disais, et des disparitions forcées. Les disparitions forcées. Les gens qu'on enlève, comme le cas du journaliste anglophone, on l'appelait comment? Comment on l'appelle encore là? On l'avait enlevé, il avait disparu. Ouais. Formation de commando de contre-guérilla. Le BI, comme j'ai dit, c'est une milice privée. Le BI est un commando de contre-guérilla, si vous ne le saviez pas. Oui, comme Ouazizi, Samuel Ouazizi. Le BI est un commando de contre-guérilla. Le BI n'est pas seulement... On vous présente le BI, ok? C'est une branche de l'armée qui a un entraînement particulier, qui est fort dans les interventions rapides. C'est eux qui combattent Boko Haram, c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça. Il faut les célébrer. Mais la réalité, c'est que le BI est avant tout. Je dis le BI est avant tout une unité de contre-guérilla. Parce qu'au Cameroun, si Paul Biya se sent menacé par les Camerounais, la première chose qu'il va faire, c'est de les envoyer le BI. Si vous ne le saviez pas, moi je vous le dis. S'il se sent vraiment menacé par les Camerounais, la première chose qu'il va faire, c'est de les envoyer le BI. Ça veut dire que le BI dans ce schéma-là, n'est plus, comment je vais dire ça, une armée régulière. Donc, formation de commando de contre-guérilla, comme je disais, et développement d'une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. Ça. Quand vous voyez comment on appelle l'élément perturbateur, le sale type là, comment on l'appelle, Grégoire Ona. Et ces éléments, quand vous les voyez agir, la façon dont ils fonctionnent, ils sont dans ça. Ils développent une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. D'abord que le régime de Paul Biya est un régime totalitaire. C'est pour ça qu'on pose la question, qu'est-ce qui rend cette théorie des 5 phases si convaincante pour les décideurs politiques de l'époque, lesquels vont promouvoir et couvrir ces actions et ces crimes? Donc, pour entrer dans le vif du sujet, reprenons chacune de ces phases et les réponses préconisées par ces théoriciens militaires. Première phase, c'est le calme apparent. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la période de calme apparent à laquelle succède une phase de terrorisme, puis une autre de guérilla et de prise en main des populations pour finir par la mise en place d'une organisation politico-administrative clandestine
et de véritables troupes régulières. Donc nous sommes dans la première phase qui est la phase du calme apparent. Dans une période calme, seuls les services spécialisés décèlent les signes précurseurs d'un orage et, en général, les signalent aux autorités responsables. Mais l'expérience prouve qu'elles sont rarement écoutées. Cette première phase de la démonstration de la Shoah est aussi la plus dangereuse en termes de liberté publique. Politiquement, elle implique en effet un état de guerre permanente, justifiant l'intervention de l'armée avec un rôle de censeur et de policier dans les affaires civiles. Trinquier précise ainsi cette logique. Je cite, « La guerre moderne n'est pas officiellement déclarée et permet à nos adversaires de continuer à bénéficier d'une législation du temps de paix pour poursuivre ouvertement ou clandestinement leur action. » Tu vois comment ils nous ont étudié, non, Kana? Donc, le calme apparent, c'est ce qu'il y a. On peut dire que c'est ce qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. C'est le calme apparent. Dans cette période de calme apparent, les autres ont déjà réfléchi sur ce qu'ils doivent faire dans la prochaine étape. Donc les agents de renseignement, les gens au service de la propagande et ainsi de suite sont déjà en train de faire leur travail. C'est pour ça que vous avez les Elimi Lobé qui est en train de jouer un rôle que vous ne voyez que le côté où c'est un tribaliste qui parlait contre le Bamileke. Non. Il joue un rôle déterminant dans la doctrine de la guerre révolutionnaire. Il est un agent de l'État. Il est bien payé pour faire ce travail-là. Je dis bien, dans la période du calme apparent, on a des gens comme Elimi Lobé. Il est dans son rôle. Et tous ceux qui vont vous amener dans ce sens. Owonangini, etc. Ça, c'est tout le clan. C'est tout le clan. Ils sont dans leur rôle. Ouais. Les Anuskoro et autres. Mais s'il n'y a pas de guerre déclarée, quels sont ses adversaires? On s'interroge là-dessus. Entre guillemets, des activistes de base. Les activistes de base. C'est ce que répond Trinquier. Collecteur de fonds. Hein? Propagandiste. Là, on s'adresse à nous autres maintenant, Kana. Activistes de base. Nous, collecteurs de fonds. Hein? Les litiges que vous faites en diaspora tout le temps. Propagandiste. Quand on parle de propagande, ce n'est pas seulement le régime qui fait la propagande. Hein. Nous aussi, nous faisons la propagande. Et d'ailleurs, nous devons le faire. Nous devons la faire. Parce que la propagande, la seule façon de contrer la propagande qui est en face, c'est de faire plus de propagande. Donc, quand il n'y a pas de guerre déclarée, comme à l'heure actuelle, quels sont alors les adversaires de Paul Biya, du régime de Yaoundé? C'est nous. C'est ce que répond Trinquier, celui qui a écrit sur la guerre moderne. Il dit que ses adversaires, les adversaires de Paul Biya, c'est des activistes de base. Quand on parle d'activistes de base, on ne parle pas de n'importe qui se lève et vient aussi sur TikTok. On dit que combattants, non. On parle des gens qui sont concentrés dans ce qu'ils font, qui ne se laissent pas distraire, qui doivent continuer leur combat jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça les activistes de base.
part des activistes qui agissent momentanément. Quand il y a élection présidentielle, par exemple, tout le monde sort avec son téléphone. Combattant, combattant, combattant. Après, quand il y a le calme apparent, tout le monde disparaît. On part chez Waman, on part un peu partout. On attend 2031 pour revenir. Non, c'est pas ça. Trinquer parle des gens comme nous, les activistes de base. C'est nous qui devenons les ennemis de Paul Biya et de son clan en cette période-ci où il y a le calme apparent. Voilà pourquoi je disais à Lovely l'autre jour que quand vous dites que vous en diaspora, vous êtes en sécurité là, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que dans la doctrine de la guerre révolutionnaire, ils ont déjà réfléchi sur notre situation depuis longtemps. Ils agissent quand besoin y est. Et les gens disparaissent petit à petit sans que vous ne vous rendiez compte. C'est comme ça. Bien. Donc, on parle d'activistes de base. Donc, entre autres, collecteurs de fonds, propagandistes, comme moi, meneurs de grève, etc., qui constituent généralement le premier échelon de l'organisation Alves. David Galula garde cette idée d'une guerre qui a commencé bien avant que le premier coup de feu n'ait été tiré ou le premier attentat commis. Je vois les guillemets. En paraphrasant Clause 8, nous pourrions dire que l'insurrection est la poursuite de la politique d'un parti. Je reprends. En paraphrasant Clause 8, nous pourrions dire que l'insurrection est la poursuite de la politique d'un parti dans un pays donné par tous les moyens possibles. Vous voulez que je reprenne ou bien vous avez compris ce que ça veut dire? Je reprends ou bien vous avez compris? Quand je vais dire, ça va encore vous énerver. Ne vous accrochez pas derrière un slogan qui n'a que pour but la sécurité dans les unes et dans la paix. C'est un slogan qui n'a que pour but la sécurité. Mais si c'est ça même le combat du MRC, je préfère vous le dire en cash que c'est un faux combat. Mais je sais que ce n'est pas ça le combat du MRC en réalité. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Que Clause 8 paraphrase ici. Il dit que nous pourrions dire que l'insurrection est la poursuite de la politique d'un parti dans un pays donné par tous les moyens possibles. Quand on dit d'un parti, il ne s'agit pas forcément d'un parti politique. Tout mouvement. Mais dans le cas de nos pays, on n'a pas autre mouvement que les partis politiques, pour l'instant. Et ces partis politiques se trouvent dans une situation où ils n'ont pas les armes qu'il faut pour agir. Alors, ils se reposent sur des slogans tels que dans la paix et dans les unes. Parce que quand on est en face de toi, quand on a en face de soi un régime policier contre-subversif, on ne peut que utiliser ce genre de slogan. Par exemple, dans la paix et dans les unes. Comme pour dire, ce que vous préparez là, ça va arriver. Mais quand ça va arriver, ne dites pas que c'est nous qui avons organisé ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Et nous allons tous célébrer ça. Mais on ne vous donne aucun moyen pour nous coller ça. On ne vous donne aucun moyen pour nous coller ce motif-là. C'est pour ça qu'un légaliste, comme Maurice Kamto par exemple, va insister sur le fait que nous on a dit, c'est dans la paix et dans les unes.
Mais il n'est pas le premier, il n'est pas le plus ignorant ou le plus, comment je vais dire ça, le plus naïf des politiciens africains pour croire qu'il va aller gagner bien dans les unes et on va lui donner les clés de tout dire, que va t'installer. Non, il n'est pas naïf, il n'est pas aussi naïf. Salut, Princess of Kama. Ce que je suis en train de lire là, c'est très important pour ceux qui veulent comprendre. Mais pour les émotifs, vous ne comprendrez jamais. Parce que dès qu'on dit quelque chose, vous mettez sur la défensive une fois, vous voyez que, il est en train de parler contre Maurice Kamto. Il est en train de parler contre notre parti. Il est en train de faire ceci. Oh non, ce n'est pas. Tu es qui pour dire ça? C'est ce qu'il a dit. Il a dit que dans la paix et dans les unes. Et c'est ça que je vous explique. Pour que ce soit clair. Si vous le trouvez hors micro, je dis, quand je dis il c'est pour Maurice Kamto. Si vous le trouvez hors micro, il vous dira ce que je suis en train de vous dire là. Plusieurs d'entre vous, quand vous criez encore que Kolo fort, vous aviez dit que vous êtes convaincu que je cause avec MK, non? Que j'ai son numéro. Depuis que je ne chante plus MK, vous avez changé. Donc il faut que je chante son nom pour que vous compreniez que je comprends sa politique. Il ne s'agit pas, comme pour une guerre ordinaire, de la continuation de la politique par d'autres moyens. Car une insurrection peut naître bien avant que l'insurgé commence à avoir recours à l'usage de la force. Pour ces auteurs, les ennemis, dans la première phase, ne sont donc rien d'autre que des membres de syndicats et de partis légaux aux actions non violentes. C'est pas ce que je viens de dire. Je reprends. Pour ces auteurs, donc, Trinquet, Lacheroix et autres, Clause 8. Les ennemis, donc, du régime policier, comme celui de Yaoundé, dans la première phase, qui est la phase du calme apparent, ne sont donc rien d'autre que des membres de syndicats et de partis légaux, comme le MRC par exemple, aux actions non violentes. J'explique. C'est plus clair. L'ennemi ne se manifeste pas plus violent dans la deuxième étape de cette première phase. Entre guillemets, les activités de l'insurgé au cours de cette deuxième étape restent généralement dans les limites de la légalité et de la non-violence, comme avait fait le MRC en 2019, comme le MRC préconise, comme ils ont l'habitude de faire par exemple. Je vais parler de votre parti, que ça vous plaise ou non, parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est le seul mouvement qui jusqu'ici représentait, pour ne pas dire représente, le mouvement nationaliste au Cameroun. C'est, comme son nom le dit, mouvement de renaissance. Moi, je considère que c'est un mouvement de renaissance. Mais qu'au sein de ce mouvement de renaissance, qu'on ne soit pas capable d'appliquer un programme comme le programme 56 en 6 points des UP6, ça pose un problème. Mais ça ne retire pas au mouvement l'idéologie de base. Donc, même si le MRC est rempli de tyromistes, c'est ce que je vais dire, ça ne retire pas le côté renaissance au parti. Ça ne retire pas, ça ne change pas la lutte, ça ne change pas, comment je vais dire, le programme de lutte du parti.
Mais comme on vous le dit ici, l'ennemi ne se manifeste pas plus violent dans la deuxième étape de cette première phase. Dans la première phase, c'est la phase du calme apparent. Les activités de l'insurgé au cours de cette deuxième étape restent généralement dans les limites de la légalité et de la non-violence. Elles ne constituent pas une rébellion ouverte ou un défi lancé aux loyalistes. Non. C'est sûr que quand des leaders comme Maurice Kamto tiennent un discours, vous voulez qu'il vous appelle individuellement au téléphone, qui vous dise que je voulais dire que ce que je voulais dire, c'est que vous allez comprendre. Parce que les opportunistes, après son discours, utilisent son discours dans un sens contre-productif pour des intérêts égoïstes. Des gens qui veulent être maires, députés, conseillers municipaux, ils vont marteler que le MK a dit qu'il est dans la paix et dans les unes. Ils vont marteler ça. Pourquoi? Parce que ça sert d'abord leurs intérêts. Peu importe si Yaoundé vous donne 3 mairies, 5 députés, quelques conseillers municipaux, si leur nom sortent parmi ces gens qui vont occuper ces postes-là, pour eux, ils ont réussi leur mission. Mais est-ce que c'est ça, la lutte du parti? Parce que le parti a dit qu'il portait les aspirations du peuple. Est-ce que les aspirations du peuple camerounais, c'est donner quelques places de députés ou de maires à certains individus? Non. C'est de libérer le pays tout entier du néocolonialisme. Ainsi, les principaux théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire font état d'une guerre que seuls les spécialistes eux-mêmes sont à même de déceler dans un premier temps. Et pour cause, ils se réfèrent à des activités syndicales et militantes auxquelles, dans la pratique, l'agent DGR, donc militaire, policier ou autre cadre judiciaire ou administratif, devra accorder des intentions occultes d'insurrection prochaine. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait au Cameroun? Kanak, ouvre ton micro. Je reprends pour que tu écoutes bien. Je dis bien. L'ennemi ne se manifeste pas plus violent dans la deuxième étape de cette première phase. Je cite, les activités de l'insurgé au cours de cette deuxième étape restent généralement dans les limites de la légalité et de la non-violence. Elles ne constituent pas une rébellion ouverte ou un défi aux loyalistes. Les loyalistes qui ici, c'est le clan Bia par exemple. Ainsi, les principaux théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire font état d'une guerre que seuls les spécialistes eux-mêmes sont à même de déceler dans un premier temps. Et pour cause, écoute très bien, ils se réfèrent à des activités syndicales et militantes auxquelles, dans la pratique, l'agent DGR, donc de la doctrine de guerre révolutionnaire, donc qui est soit un militaire, un policier ou autre cadre judiciaire ou administratif, devra accorder des intentions occultes d'insurrection prochaine. Il faut anticiper. Hein? Donc, il faut anticiper. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe sur les plateaux télé? C'est ce qui se passe depuis toujours. Voilà. On pense même seulement marcher, on part en prison. Donc on anticipe, ça va très loin. On vous dit déjà que
les extrémistes bamileke veulent envahir le pays. Ils veulent renverser le régime. Ils trouvent des mots qui vont vous... Mais comment je vais dire ça? Vous classer dans une catégorie. Ils ne disent pas que le MRC veut faire ceci. Non. Ils trouvent des mots, des qualificatifs. Donc, ils vous accordent des intentions occultes d'insurrection prochaine. Donc, du coup, vous vous mettez sur la défensive, vous vous mettez à dire que non, nous on ne veut pas faire ça, c'est parce que nous on veut faire, ce n'est pas ce que nous on prétend faire, ce n'est pas ce que vous vous mettez sur la défensive, vous vous mettez à vous justifier. Et ça fait l'affaire. On vient se justifier sur TikTok. Non, le MRC n'est pas violent. Non, le MRC n'est pas comme ceci. Non, ce n'est pas le MRC. Non, le MRC n'est pas dans vos choses là. Non, nous ne sommes pas comme ceci. Non, nous on ne fait pas comme les autres. Nous on ne fait pas cela. Et le but de rechercher est atteint. Parce qu'à partir de ce moment, on appelle ça en termes simples, c'est l'autocensure. On s'auto-censure. Ouais, c'est clair. Parce qu'à partir de ce moment, toutes les intentions que vous aviez, ça tombe dans l'eau. Toute la haine que vous avez s'efface. Vous passez le temps maintenant plutôt à vous justifier, à montrer comment vous êtes trop pacifique. Vous êtes trop machin. Et quand vous le faites, vous êtes certain que vous êtes en train de faire un bon travail. Mais la réalité, c'est que vous ne faites que réagir comme les loyalistes veulent que vous réagissez. Donc, ils sont en train de vous atteindre. Et ça, c'est l'erreur. Comme Bonabakweja a écrit en bas. That is a mistake. Du coup, comme Princesse Kamak a dit, il contrôle notre narratif. Et nous éloigne de nos objectifs. C'est clair. Dans les commentaires, tout le monde a compris. Comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Comment pourrait-il? Quelqu'un peut me répondre à cette question? Comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Comment? Fais ça comment? C'est un mystère. C'est un mystère. La réalité, c'est que on va identifier. Oui, je comprends, Pierre Kama. Les premiers à se justifier se font prendre au piège. Tu as raison. La réalité, c'est que si vous ne jouez pas le jeu, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas vous identifier. On ne pourra pas vous identifier. Ça reste un mystère. Mais vous leur servez ça sur un plateau. It's a mind game. It's a mind game. Elle comprend très bien. Vous commencez à vous justifier. Et on commence à venir dire à Colonel Karazine que si tu es trop fâché, va faire ça au Cameroun. C'est pas ce que vous m'avez dit ici. Vous voulez que je cite tous vos noms. Que tu crois que tu veux mener la révolution, tu crois que tu connais trop la révolution, va faire ça au Cameroun. Donc maintenant, c'est moi qui deviens le révolutionnaire. Et vous, vous devenez... Nous sommes militants. J'aime ma carte. Ah non, le Cameroun. Le Cameroun. Mais non, moi j'ai toujours appelé clairement en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, il y a beaucoup de choses qui, moi-même, personnellement, ne m'arrangent pas parce que j'appelle clairement et je dis, et je prends souvent la référence si les gens veulent bien entendre que la tête du roi a été coupée en France. Et il faudrait tôt ou tard qu'on arrive au Cameroun à un moment donné à couper
les têtes. Il le faut. Et vraiment couper. Je ne parle pas juste de chasser ou bien machin truc. Non. Couper véritablement. Ça doit être comme un trophée de guerre. Comme ils l'ont fait en décimant les personnes qui résistaient et qui voulaient véritablement un pays, une nation, un territoire libre. Un jour, tôt ou tard, nous devrions être à même et à mesure de le faire pour pouvoir véritablement libérer le pays et bâtir une nation. Ouais. Donc, comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Mystère. C'est donc entre les lignes que l'on comprend que si l'administration en a les moyens, il convient de les ficher tous en prévision de la phase suivante, voire de les abattre préventivement. Ouais. Vous commencez à vous dédouaner, vous affichez les colonels Karazin. Il faut que Yaoundé sache que vous n'êtes pas vous dans ça. C'est le colonel qui vient avec ces choses-là. Donc on peut abattre le colonel préventivement. On peut finir avec nous autres. Vous allez quand même rester sur TikTok et dire que vous êtes combattant. En effet, à cette phase de calme apparent, il conviendrait de répondre par un contrôle de la population bien avant que n'apparaissent des premiers signes tangibles de conflits violents. Les premières étapes correspondent à des conflits sociaux ou politiques admissibles dans n'importe quel régime libéral, en considérant des manifestations comme des prémices d'une organisation armée. Je reprends. En considérant ces manifestations comme des prémices d'une organisation armée, la doctrine de guerre révolutionnaire entre dans la logique de prévention qui s'attaque non pas à des faits avérés, mais à des intentions par nature impossibles à vérifier. Qui peut vérifier que Bibou Nissak voulait vraiment marcher? Quelqu'un ne marche pas, tu ne peux jamais confirmer ou bien tu ne peux jamais attester véritablement que la personne voulait marcher. D'autant plus que la personne n'est même pas sortie de chez lui. Il était encore chez lui. C'est même pas, vous vous êtes croisés quelque part à zéro. Vous comprenez ce que c'est que la doctrine de la guerre révolutionnaire maintenant? Vous comprenez un peu? Vous vivez exactement dans ça. Vous subissez ça tous les jours. Mais c'est une lecture un peu beaucoup compliquée pour les gens qui veulent juste paraître. Merde. En considérant ces manifestations comme des prémices d'une organisation armée, la doctrine de la guerre révolutionnaire entre dans la logique de prévention qui s'attaque non pas à des faits avérés, mais à des intentions par nature impossibles à vérifier. Dans cette perspective militaire, l'opinion dissidente, voire déviante, est considérée moins comme un délit d'opinion qu'une arme de l'adversaire qui justifie préventivement l'emploi de la force. Je dis encore bien. Dans cette perspective militaire, l'opinion dissidente, voire déviante, est considérée moins comme un délit d'opinion qu'une arme de l'adversaire qui justifie préventivement l'emploi de la force. Ainsi, la logique des 5 phases porte en soi l'idée qu'une guerre peut être évitée par l'anéantissement préalable d'une structure légale. Ça, je viens de terminer la première phase. On peut s'arrêter ici, non, Kana? Merci. C'est toujours un plaisir d'apprendre quelque chose. Quand on va dans la deuxième phase, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Là, on n'est que dans la première phase. Non, c'est bon comme on dit. Ça, c'est ce que moi j'ai toujours apprécié ici, puisque voilà, on ne se répète pas forcément dans
ou bien, même si ce sont des choses qu'on connaît, ou bien, mais qu'on n'a pas forcément bien théorisé, bien structuré, comme les livres peuvent restituer l'histoire. Et ça, c'est un plus. Par rapport à être sur des panels à lister, citer les noms de X bonté, tel a même dit aujourd'hui que on est allé sur le panel là, et vraiment, moi, c'est,